Vous avez retenu le contenu de la sentence. La sentence énoncée par les juges nigériens se divise en deux parties. Une première partie est constituée de 85 milliards d'euros pour l'uranium qui a été pillé sur la base d'accords néocoloniaux, c'est-à-dire d'accords entre la France et elle-même. Il y a 20 milliards d'euros qui sont requis par les juges pour payer les dommages et intérêts du fait de ce pillage. Il y a 10 milliards d'euros qui sont requis pour aider à la santé, aux soins, à la réparation de l'environnement détruit pendant toutes ces années d'exploitation. Et la sentence est assortie de la nationalisation de tous les actifs de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne sur le sol nigérien. C'est-à-dire que le Niger commence à se rembourser directement en confisquant tout ce qui appartient à ces trois pays sur son sol. D'autant plus que le Niger considère que les accords qui ont été signés depuis 1961 ne sont pas valables parce qu'ils ont été signés sous la contrainte de la dictature néocoloniale française. Ces accords n'engagent pas la souveraineté du peuple nigérien car ils n'ont pas été pris par des Nigériens libres, par des Nigériens librement capables de défendre les aspirations de leur peuple. Ce sont des accords au forceps. Ils ne sont donc pas valables. Par conséquent, l'exploitation de l'uranium du Niger depuis plus de 40 ans est réputée illégale, illégitime. Et tout ce qui en a été tiré comme bénéfice doit être remboursé. La décision appelle donc à la saisie des avoirs, mais également à l'expulsion de l'ensemble des représentants des trois États concernés du sol nigérien, tant que précisément réparation totale n'est pas faite. Et la décision s'est sortie de l'impossibilité d'un quelconque recours. C'est une décision qui ne peut pas être contestée au niveau continental et qui ne peut pas être contestée au niveau, par exemple, de la Cour internationale de justice ou de la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce qu'elle relève de la souveraineté retrouvée de la patrie de Saraou Niamangou, le Niger. Voilà les grandes idées de la décision que les magistrats de Niamey ont prises. Nous pouvons maintenant en tirer quelques conséquences et quelques enseignements pour tout le reste de l'Afrique. Le premier enseignement, c'est l'enseignement du courage de la justice. Le courage de la justice. Cette décision des magistrats de Niamey enseigne à toute l'Afrique contemporaine que nos magistrats, dès lors qu'ils s'engagent à défendre nos intérêts vitaux, à défendre nos peuples, peuvent exercer la justice avec courage. Qu'est-ce qui va donc se passer? Maintenant que le tribunal de Niamey a dit cela, essayons d'imaginer la tactique de l'ennemi. Qu'est-ce que les néocolonialistes, les impérialistes français, allemands et britanniques vont faire? Il est important d'imaginer ce qu'ils vont faire, parce qu'on est dans une lutte, on est dans un combat pour la souveraineté africaine. Donc on a tout à fait intérêt à imaginer ce que l'adversaire, voire l'ennemi, va faire. D'abord, vous avez remarqué qu'eux, ils ont décidé d'amener les affaires dans des tribunaux où les juges sont à leur solde. Ils ont amené l'affaire dans un tribunal, ils ont amené leur conflit, leur contentieux avec le Niger dans les tribunaux français. Quand c'est eux qui amènent ça dans les tribunaux français, c'est normal. Donc sur le plan international, il faudra s'attendre à une réciprocité. Ils vont commencer à ouvrir des procédures controuvées contre l'État nigérien dans leur système judiciaire. Ça, c'est la première conséquence. De toutes les façons, c'est ce que Paris a commencé à faire. Tous ces États occidentaux-là défendent leurs multinationales. Et ils instrumentalisent leur justice pour défendre les intérêts de leurs multinationales. Parce que les élites politiques qui sont dans les palais occidentaux ont été financées par les milliardaires financiers, les milliardaires industriels de leur pays. L'élite politique occidentale est globalement esclave du système militaro-industrialo-financier occidental. Ceux qui possèdent les finances, ceux qui possèdent l'industrie, ceux qui possèdent les systèmes de défense et de sécurité contrôlent les dirigeants occidentaux. Et en même temps, ce sont eux qui sont derrière les grandes multinationales, qui sont en réalité aujourd'hui des États-compagnies, des compagnies-États. C'est-à-dire que une multinationale, je ne sais pas, comme Facebook, une multinationale, je ne sais pas, comme Exxon ou comme Total ou comme Orange, prend des décisions qui ne dépendent d'aucun État. On les appelle des entreprises-États ou des compagnies-États, du style de la compagnie coloniale des Indes au XIXe siècle.
Il faut vous rendre compte qu'en Occident, les politiques ont perdu le pouvoir. Les peuples ont perdu le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains des oligarchies financières, militaires et industrielles. Et ces oligarchies financières, militaires et industrielles contrôlent l'appareil judiciaire. Elles vont donc lancer des poursuites opportunistes contre le Niger et même contre ses dirigeants. Il faut s'y attendre. La réponse à cela, ça sera des poursuites équivalentes. Ils lancent une soi-disant interdiction de voyager contre les dirigeants de nos pays africains. Chaque pays qui reçoit cette interdiction lance la même interdiction de voyager contre les dirigeants du pays en question. Si on vous surprend dans notre ciel, c'est pareil. On applique la même règle. Ils vont donc essayer de pistonner leur système judiciaire pour déclencher des procédures et des sanctions contre l'État du Niger. Il faut s'y attendre, contre tous les États qui vont s'engager dans la révolution judiciaire des réparations. Deuxième conséquence, il s'ensuit que la circulation dans l'espace international va être une circulation extrêmement balisée par la qualité des alliances internationales. Vous avez vu la stratégie qu'ils ont mise en place pour aller capturer le président Nicolás Maduro dans son pays, à Caracas, au Venezuela. Cette stratégie augure d'un monde où le grand banditisme d'État va devenir la règle ouverte. Parce que c'était la règle cachée des relations internationales. Mais maintenant, ça va devenir la règle ouverte. Donc, il faut s'attendre à des entreprises de tentatives de kidnapping, à des tentatives de voies de fait, à des tentatives d'assassinat. Ça, on le sait déjà, contre les principaux dirigeants du Sud global, et en particulier ceux de l'AES. Deuxième conséquence. Troisième conséquence, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer d'inventer des crimes contre l'humanité, d'inventer des crimes de guerre, d'inventer des crimes économiques, qu'ils vont essayer d'attribuer aux dirigeants du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de l'AES, afin de détruire leur image à l'international. Or, on sait la méthode utilisée par les néocolonialistes dans ces cas, c'est la manipulation des ethnies. Il faut être très attentif à la manipulation des ethnies. Par exemple, je vois depuis un certain moment au Niger, les néocolonialistes français qui essayent d'exacerber des tensions internes autour de la question des langues. Nous devons être très attentifs à ce problème au Niger et répliquer et répondre intelligemment et puissamment à cette manœuvre de diversion. L'un des sujets que j'entends régulièrement à propos du Niger, c'est la manipulation de la question linguistique par les néocolonialistes. Toutes les langues nationales du Niger doivent être parlées, elles doivent être respectées comme telles. On peut choisir de considérer comme langue de travail ou comme langue officielle une langue qui est la plus parlée. Mais ça ne doit pas se transformer en une animosité entre nous. Parce que nous sommes le même peuple africain et que l'Occident politique en débandade est à la recherche de raison. La décision du tribunal de Niamey est un enseignement moral et spirituel à l'adresse de tous les tribunaux du continent africain. Magistrats d'Afrique australe, d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, magistrats d'Afrique de l'Est. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation de l'ONU. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation de l'Union européenne. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation de la Cour pénale internationale, de l'autorisation de la Cour internationale de justice. Vous n'avez même pas besoin d'attendre l'autorisation de l'Union africaine pour juger des crimes négriers coloniaux, impérialistes, néocoloniaux, subis par chacun de nos pays. Vous n'avez pas besoin d'attendre. C'est ce que le Niger montre. Il suffit, sur la base des pièces à conviction de ces crimes, de se saisir. On peut juger et on peut condamner. Le premier élément important ici, c'est que le signe indien est vaincu. Aucun magistrat sur le continent africain ne pourra se réfugier derrière sa peur pour dire qu'il ne peut pas juger. Les magistrats nigériens ont montré que c'est possible. À partir de cette jurisprudence nigérienne, nous savons qu'il y a en réalité, mais nous le savions avant, deux sortes de magistrats sur notre continent. Les magistrats accroupis au service des dictateurs et des intérêts étrangers et les magistrats vaillants. Les magistrats sacerdotaux qui disent la vérité, la justice pour la solidarité africaine. J'appelle ces magistrats-là les magistrats maatiques, en utilisant le concept de math qui signifie dans la langue négro-africaine multimillénaire antique, vérité, justice et solidarité. Il faut donc que se lève dans tout le continent africain une nouvelle génération de magistrats maatiques, M2A-T-I-Q-U-E-S, comme les magistrats du tribunal de Niamey.
Deuxième enseignement, c'est un enseignement technique. La technique juridique, la technique scientifique permet très clairement d'évaluer les crimes négriers, les crimes coloniaux, les crimes de pillage. Pendant longtemps, on a essayé de faire valoir que ces choses-là appartenant à un passé relativement lointain, il était difficile d'évaluer et par conséquent de fixer les montants des réparations. Le verdict du tribunal de Niamey est la preuve de la puissance épistémologique de la justice africaine. C'est-à-dire que les magistrats africains sont formés pour constituer scientifiquement un jugement objectif sur les crimes négriers, les crimes coloniaux et les crimes économiques que l'Afrique a subis. Il n'y a pas d'obstacle scientifique. La démonstration en 6 points de ce verdict de Niamey le prouve. Les juges de Niamey n'ont pas une formation différente de celle de la plupart des juges africains. Ils ont les mêmes aptitudes intellectuelles. Ici, il est surtout question de faire confiance à l'intellect judiciaire africain et le mettre en œuvre. Deuxième enseignement, judiciairement, ça tient debout. C'est logique, c'est imparable. Par exemple, le raisonnement logique qui dit les accords de coopération et de défense, étant des accords inégaux, ne peuvent pas être considérés comme légaux et légitimes. Ce raisonnement-là entraîne des conséquences immédiates. Tous les profits que les puissances étrangères ont fait avec des accords qui consistaient à nous imposer d'abord des vassaux à la tête de nos États et ensuite à signer avec eux des accords, tous les profits que des puissances étrangères ont fait en Afrique, dans ces conditions, ils sont réclamables par les magistrats africains, par la justice africaine. On doit payer à l'Afrique tout ce qu'on a gagné dans son dos en utilisant des vassaux pour la piller. Il y a une troisième observation qui est très intéressante dans ce verdict du procès de Niamey. C'est que c'est un verdict qui est suivi de modalités d'application pratique. C'est son caractère pratique. Premier élément, courage de la justice. Deuxième élément, crédibilité épistémologique. C'est-à-dire sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, ça tient debout. Mais il y a un troisième élément important, l'applicabilité pratique. C'est-à-dire que le Niger commence à se rembourser sur les avoirs de cette puissance sur son sol. Ça, c'est dardard. D'abord, tout ce qui concerne l'exploitation de l'uranium est nationalisé et c'est un droit. Toutes les usines qui ont été construites par les pilleurs qui n'ont pas payé appartiennent de droit à l'État du Niger. Et tout autre avoir qui appartiendrait à ces puissances condamnées à payer appartiennent de facto à l'État du Niger, sur le sol nigérien. Et là, cet aspect pratique de la décision du tribunal de Niamey est tout à fait praticable par tous les pays africains. Il n'y a pas un pays africain dont le sol ne soit pas jonché d'avoir des puissances criminelles négrières, des puissances criminelles coloniales, néocoloniales, des puissances qui ont commis des crimes de pillage, toutes sortes de barbaries. L'Afrique peut amplement se payer sans sortir d'Afrique. Niamey nous apprend que l'Afrique peut amplement se rembourser. Mais le jugement s'applique aussi à la dette. La fameuse dette que les juges de Niamey appellent la dette odieuse. Mais écoutez, pourquoi rembourser à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre des dettes qui ont été contractées par des gouvernements qui eux-mêmes étaient soumis à des accords néocoloniaux, des accords léonins? Pourquoi les rembourser? Pourquoi les rembourser alors que ces puissances n'ont pas payé pour leurs crimes négriers? Elles n'ont pas payé pour leurs crimes coloniaux. Elles n'ont pas payé pour leurs crimes néocoloniaux et impérialistes. Pourquoi les rembourser? Pourquoi les rembourser alors que ces puissances n'ont pas payé pour l'écocide, la destruction de l'environnement africain dont elles sont coupables? Donc, la décision nigérienne est pratique parce que chaque pays africain peut se payer sur la dette coloniale. Chaque pays africain, là, quand les magistrats condamnent, on peut déduire ça de l'argent que la France prétend que le Niger lui doit. On peut déduire ça de l'argent que la France prétend que le Cameroun lui doit, que tous les pays qui ont des dettes envers les puissances négrières, les puissances coloniales et néocoloniales, et leurs juges ont un moyen d'auto-paiement. On ne paye plus ça. Ça, on ne paye plus. Ça, on ne paye plus. Ça, on ne paye. Jusqu'à ce qu'on arrive, justement, aux 115 milliards d'euros.